Commencer cette troisième session qui est dédiée à différentes situations oncologiques. Et en premier lieu, on invite Madame Sylvie Monvalot, puis juste pour nous parler des nouvelles stratégies dans les sarcomes rétropéritonéaux. Donc Madame Monvalot, vous avez parlé de ça pendant une demi-heure, et après il y aura beaucoup de questions, j'imagine. L'invitation. Ensuite, comment nous retenons là, ça ne marche pas. Merci de l'invitation. Donc, on va parler des innovations, des nouveautés dans le traitement des sarcomes rétropéritonéaux, qui, comme vous le savez, sont des lésions souvent volumineuses dont l'un des principaux problèmes est d'effectuer une exérèse qui soit adaptée en un bloc, ce qui permet, dans les services globalement expérimentés, d'avoir globalement des taux de récidive à 5 ans qui sont de l'ordre de 50%, et ce sont des taux de récidive dans des services expérimentés, parce que les chirurgiens qui n'ont pas l'habitude de ces tumeurs, malheureusement, très souvent des exérèses incomplètes sont faites en raison du volume et des extensions anatomiques de ces tumeurs. Dont le traitement, dont la pierre angulaire du traitement et la chirurgie. Alors, les services spécialisés dans les sarcomes mettent de plus en plus en commun leurs patients, et là, c'est une étude sur les facteurs pronostiques de ces tumeurs, ici de 4 services sarcomes, 2 US et 2 européens. Et en fait, les facteurs pronostiques de ces tumeurs dans des services spécialisés dans le domaine sont un petit peu les mêmes, c'est-à-dire que c'est évidemment le grade de la tumeur, le type osteologique, le fait que la lésion soit ganglion multifocale ou non, et ça permet des survies globales de l'ordre de 60% à 5 ans. Je dirais là-dessus, pas de changement radical. Par contre, ce que de plus en plus on met en évidence, c'est un point qui paraît fondamental, qui est le fait que la chirurgie soit faite par des chirurgiens habitués à cette chirurgie, et globalement ça améliore la survie globale. C'est très important parce que ça permet à par exemple l'INCA de recommander que les chirurgies soient faites dans des centres experts, et comme vous le savez, il y a maintenant plus de 20 centres experts sur le territoire français qui permettent aux patients d'être opérés par des chirurgiens qui ont l'habitude d'opérer ces tumeurs. Donc là, c'est la première étude qui a mis ce point en évidence. C'est une étude qui correspond à l'étude de l'Association française de chirurgie, où l'ensemble du territoire français donne ces cas cliniques, et ça permet de faire un beau travail d'analyse et une photo ponctuelle de ce qui s'est passé sur les années passées par définition. Et ce qu'on pouvait montrer sur cette étude, c'est que premièrement, il y avait des survies globales qui étaient quand même importantes pour ces patients-là, une médiane de survie globale de plus de 8 ans, il n'y a pas beaucoup de cancers où on a ça. Mais le facteur important, ce n'est pas des fractions tumorales. Et vous voyez que dès que la tumeur est ouverte, malheureusement, même si l'exérèse est complète, malheureusement, la survie globale tombe à moins de 2 ans. Et je dirais que le problème principal de ces tumeurs dont la taille moyenne dépasse les 30 cm, c'est justement d'effectuer une exérèse monobloc. Et en fait, cette étude a été suivie d'autres études qui finalement confirment ces données. Là, c'est une étude de Maud Tout-le-Monde qui a été faite pour le groupe sarcome français. Alors, c'est pas tout à fait sur la même population, puisque c'est une population de patients traités globalement dans les centres anticancéreux français, mais qui quelque part confirme cette notion, qui à la base n'est pas forcément évidente, que dès que la tumeur est ouverte, malheureusement la survie globale du patient est altérée, même si l'exérèse est complète.
Et chose intéressante, on confirme que ces effractions tumorales sont directement corrélées, bien entendu, à l'expérience du chirurgien définie par le nombre de sarcomes rétropéritonéaux opérés par an. Donc c'est un point important en termes de santé publique parce que ça veut dire que l'expérience chirurgicale directement impacte la survie globale du patient et que en termes de santé publique, il est absolument indispensable que ces patients, si on veut éviter des chirurgies itératives qui malheureusement ne les guérissent plus, que ces patients soient directement opérés dans des centres experts qui sont actuellement définis sur le territoire français. D'une manière plus générale pour les sarcomes, c'est une étude lyonnaise qui a été faite dans le bassin Rhône-Alpes. Ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, quand la chirurgie est conforme aux recommandations qui sont effectuées pour la chirurgie des sarcomes, globalement, la survie globale du patient est améliorée. Ça, c'est un point vraiment important parce que ça veut dire que là, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas de la radiothérapie, c'est vraiment l'impact du geste chirurgical qui, lorsqu'il est adapté, permet d'améliorer la survie globale. Et de manière intéressante, ces recommandations sont évidemment mieux suivies dans des centres universitaires que dans des services qui sont évidemment pas spécialisés dans des chirurgies spécialisées par la nature rare de la pathologie. Alors, c'est une petite diapositive qui est un peu provocante. On vient de voir à l'instant qu'une chirurgie correctement faite fait passer une médiane de survie de 1 an et demi à plus de 8 ans. Cette diapositive qui est un travail d'Antoine Itaviano sur la base du groupe sarcome français, qui, sur 1024 patients métastatiques atteints d'un sarcome, il y a des 4 périodes. Une période ancienne, qu'il a appelée P1, et la période la plus récente qui s'appelle P4. Et il a calculé la médiane la médiane de survie des patients à date de leur métastase, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, entre la période ancienne qui date des années 80 et la période moderne, l'amélioration de la médiane de survie est d'ordre de 6 mois. Et ce sont 6 mois extrêmement courts, comme vous le savez, ça a fait l'objet récemment d'un problème réglé par notre ministre de la Santé concernant un médicament qui s'appelle le Yondelis. Donc, si vous voulez, 6 mois pour ces patients métastatiques. Et d'un autre côté, une chirurgie correctement faite, c'est plus de 7 ans de gain de survie. Donc ça montre l'importance de la chirurgie dans la prise en charge de ces patients. Et une chirurgie bien faite, finalement, à moindre coût, parce que nous sommes évidemment beaucoup moins chers, permet d'améliorer la médiane de survie de ces patients de plus de 7 ans. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important à souligner en termes de santé publique. Alors, bien entendu, cette chirurgie monobloc, justement, elle est spécialisée parce que le problème est justement de faire la chirurgie en un bloc pour des tumeurs qui majoritairement mesurent plus de 30 cm et qui nécessitent, pour être effectuées en un bloc, des résections multiviscérales. Et là aussi, un problème pointe, c'est que maintenant les chirurgiens sont formés à une seule spécialité chirurgicale, par exemple du digestif ou de l'urologie ou du vasculaire. Et le problème, c'est que ces chirurgies-là transcendent la pathologie d'organes, puisqu'il faut dans le même temps opératoire réséquer en bloc souvent le côlon, le rein qui, comme vous le voyez, fréquemment est inclus dans la lésion, voire les vaisseaux qui eux aussi sont inclus sans être forcément envahis. Et bien entendu, ça pose le problème de la formation des chirurgiens qui de plus en plus sont formés à une seule pathologie d'organes. Et donc la résection monobloc de tout ça pose un problème de formation de niveaux internes qui très souvent en fait ne font entre guillemets que leur spécialité, même s'ils la font de mieux en mieux, c'est sûr. Et donc il y a aussi un problème d'analyse radiologique qui pose un problème parce que comme ces tumeurs présentent des densités tumorales différentes avec des zones qui sont différenciées, des zones qui sont bien différenciées, le problème principal qu'on rencontre en clinique courante, c'est des exérèses entre guillemets complètes mais qui malheureusement laissent la moitié de la tumeur en place. Vous voyez, le problème c'est que les services non spécialisés voient la composante bien différenciée et ne voient pas toute la composante bien différenciée, ce qui fait qu'en post-opératoire, après exérèse complète, il reste la moitié de la tumeur. Un autre exemple ici, d'une tumeur dont seule la partie dédifférenciée a été réséquée. Et ça, c'est un problème absolument quotidien
de patients qu'on voit en post-opératoire parfois, avec des exérèses où il reste 20 cm de tumeur. Donc, ce premier point, c'était premièrement la qualité de la chirurgie améliore la survie globale à elle seule de plus de 7 ans et un problème de formation de nos internes qui sont de plus en plus spécialisés et qui, quelque part, peuvent rencontrer des difficultés à effectuer des exérèses multi-organes. Le deuxième point nouveau, c'est une standardisation de la technique qui progressivement se diffuse en Europe et aux États-Unis. Alors, il y a environ une quinzaine d'années, on avait commencé à travailler à l'Institut sur les sarcomes rétropéritonéaux et très rapidement, on s'était aperçu que comme les sarcomes des autres localisations, la qualité de la chirurgie, et en particulier la qualité des marges chirurgicales, appréciées sur le tissu simple autour de la tumeur, avait un impact majeur. Et donc, alors que nous en étions, personnellement j'en étais un peu au début de ma carrière, je m'étais dit, il faut très certainement faire des chirurgies élargies de manière à améliorer le contrôle local qui, comme vous le savez, est responsable du décès du patient dans plus de 80% des cas. Et donc, 15 ans après, on avait collecté suffisamment de données, à la fois en France grâce à l'Association française de chirurgie et dans d'autres pays, comme par exemple en Italie, notre collègue Alessandro Bronchi qui travaille à l'Institut national des tumeurs de New York, qui aussi travaille beaucoup sur les sarcomes rétropéritonéaux. Et de manière différente, on a pu démontrer ce que finalement on avait supposé 15 ans auparavant, c'est-à-dire qu'une exérèse compartimentale qui enlève la tumeur et les tissus adjacents permet d'améliorer le contrôle local. Vous voyez par exemple en France, c'est l'étude de l'Association française de chirurgie, on voit que les patients qui ont eu une exérèse compartimentale ont significativement moins de récidive locale que les patients qui ont juste eu l'énucléation de la lésion, c'est-à-dire juste la tumeur qui est enlevée. Et ça, c'était significatif. Or, les récidives locales sont responsables du décès du patient dans 80% des cas. Et là, c'est l'étude d'Alessandro Bronchi, publiée également dans JCO, qui a divisé deux périodes, une période ancienne et une période récente. La période récente, il a fait des exérèses compartimentales. Et là aussi, vous pouvez voir que les patients qui ont eu des exérèses compartimentales ont un taux de récidive inférieur. Et c'est important puisque les patients décèdent de l'évolution locale de la maladie. Donc c'est là la difficulté, puisque le rein est très souvent inclus dedans et qu'une exérèse compartimentale, en plus de la masse, on enlèvera donc le rein qui est à l'intérieur, le côlon et le mésocolon qui sont sources de reliquats microscopiques, les aponeuroses et le péritoine pariétal, et donc ça permet de faire une exérèse où il y a le moins de zones possibles qui sont marginales. Et donc là, en l'occurrence, le psoas a été enlevé et on voit les racines picturales. Bien sûr, on ne sera pas R0 partout, mais ça permet de diminuer l'étendue des zones qui sont marginales. Un autre exemple, d'une patiente qui accessoirement avait été traitée au début pour une carcinose péritonéale sur un défaut d'analyse de la radiologie, où on voit bien qu'il y a la partie dédifférenciée de la tumeur et la partie bien différenciée qui remonte jusque-là et qui englobe le rein. En fait, quand on regarde les exérèses systématiques de ces tumeurs, ça c'est l'étude italienne, on voit que même quand on avait l'impression qu'ils n'étaient pas infiltrés, en fait, dans plus de la moitié des cas, il y a une infiltration du mésocolon ou de la graisse périrénale qui sont sources de reliquats microscopiques quand on n'en fait pas l'exérèse. De même, dans l'étude de l'Association française de chirurgie, on avait montré quand on faisait des reprises d'exérèse systématiques après énucléation simple de la lésion, il y avait plus de 80% de reliquats microscopiques, c'est-à-dire encore plus que sur des reprises d'exérèse élargies faites pour des sarcomes de membres. J'ai été personnellement très honorée de pouvoir écrire, aussi bien pour l'Europe que nos collègues américains, finalement la synthèse de ces travaux avec une technique qu'on a finalement définie, parce qu'elle n'était pas décrite jusqu'à présent. Et là, finalement, c'est un travail, on va dire, consensuel, qui a regroupé donc les chirurgiens italiens, les chirurgiens c'est pas bien, excusez-moi. En fait, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que cette chirurgie qui semble agressive, mais où on pondère finalement les exérèses avec la morbidité que ça peut entraîner, finalement, le risque de complications est finalement modéré, puisqu'il y a moins de 10% de complications et 3% de mortalité, c'est-à-dire à peu près la même chose que pour d'autres chirurgies.
lourdes, hein, sur l'œsophage, la chirurgie hépatique ou autre. Avec une survie, avec un taux de récidive locale qui finalement ne dépasse pas les 25%, alors que dans toutes les études historiques précédentes, dans des services spécialisés, c'était 50%. Donc on diminue par 2 l'incidence des récidives locales et ça permet d'avoir une survie globale qui dépasse les 60%, là où auparavant c'était péniblement 40-45%. Et donc globalement les équipes européennes qui pratiquent ce type d'exérèse, que ce soit en Angleterre, en France, en Italie ou ailleurs, en fait on a tous des taux de survie globale qui dépassent les 60%. Donc c'est une très nette avancée par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors que les études, les équipes américaines, lorsqu'elles pratiquaient encore des énucléations de sorties rétropéritonéaux, ont des survies globales qui sont de moins de 50%. Donc en fait, on s'est mis tous ensemble, Américains, Européens, pour finaliser un petit peu la technique. Donc Chandra Rose de Harvard, Raphaël Pollock de Hunter-Berson, Piotr Witowski de Pologne, enfin les Anglais, les Hollandais, les Italiens, les Allemands, pour définir cette technique. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est pas facile, excusez-moi, de se mettre tous d'accord pour définir une technique commune, hein, mais on y est arrivé. Et donc progressivement, si vous voulez, il y a une expansion de cette technique. Et donc là, on voit, hein, pour un sarcome rétropéritonéal, finalement, la marge antérieure qui est saine, c'est le côlon. En dedans, on a le rein qu'on ne voit pas. En dehors, le péritoine. En haut, potentiellement, dans certains cas, le diaphragme. Et en arrière, les aponevroses. Donc ça permet d'avoir, sur la plus grande superficie, une exérèse en zone saine, ce qui permet de limiter l'incidence des récidives locales. Bien entendu, ces chirurgies larges imposent dans certains cas des reconstructions auxquelles, bien entendu, il faut penser pour la qualité de vie de ces patients qui, avec une exérèse correcte, si vous voulez, ont une médiane de survie qui sont au-delà de 8 ans, et donc, c'est-à-dire qu'il y a la moitié qui vit bien plus longtemps. Là, c'est un exemple de cette reconstruction, un fibrosarcome pelvique-périnéal qui est un sphincter qui passe à travers le caroturateur, pour lequel j'avais fait une résection monoglobe carcinologique. Et bien entendu, la question est la qualité de vie de ces patients. Et donc, on lui avait fait une colopérinéale, et j'ai un collègue, en l'occurrence c'était M. Michaud, qui secondairement lui avait mis un sphincter artificiel, ce qui permet d'avoir à la fois une chirurgie carcinologique avec une chirurgie large et un maximum de marge saine, et une qualité de vie pour ces jeunes patients qui sont amenés à vivre relativement longtemps, puisque la chirurgie est carcinologique. Donc, deuxième point, c'est une sorte d'agrément Europe-US sur une technique chirurgicale qu'on a standardisée et dont on a démontré le bénéfice. Le troisième point, c'est évidemment maintenant que sur le plan chirurgical, on a optimisé la qualité de la chirurgie, et ces résultats, c'est essayer d'apporter plus en termes de contrôle local. Et comme vous le savez, il y a un essai actuellement européen et auquel participent également tous les gros centres américains qui font des sarcomes. C'est l'essai d'ISTRAS de l'ERTC. Donc il est basé sur des études rétrospectives, ça c'est celle de l'IGR, qui montre que même en faisant des chirurgies compartimentales, finalement la radiothérapie semble apporter un bénéfice en termes de contrôle local. Or j'insiste, le contrôle local est le garant de la survie globale des patients, puisque la majorité meurt de récidive locale. Et donc ces études, il y en a eu plusieurs, hein, j'ai cité la nôtre, mais il y en a d'autres, sont en faveur de la radiothérapie, et le timing préopératoire, évidemment, entraîne moins de complications, puisque finalement la tumeur fait spesseur et refoule les anses digestives. Donc c'est un essai qui est en cours de l'ERTC. Il y a 286 patients qui sont prévus dans cet essai, dont je n'ai pas encore le résultat. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il marche bien, puisqu'en un an, on a déjà inclus 86 patients, donc le tiers de la population, sachant que l'essai était prévu en 4 ans, et j'espère qu'on aura la réponse d'ici 2 ans. Bien sûr, les tumeurs qui sont chimiosensibles sont exclues. Là, vous en avez un exemple, c'était une patiente qui avait un méline extrasolétique. Évidemment, ces patients ont une chimiothérapie néoadjuvante,
Ça m'avait permis de faire une DPC en bloc avec la nephrectomie, puisque le rein était envahi, avec beaucoup moins de difficultés que si elle avait été faite d'emblée. Donc ces patients, évidemment, sont exclus de l'essai STRASS. Et pour conclure, premièrement, une chirurgie qui doit être adaptée et clairement effectuée dans un centre expert, sachant qu'au niveau de l'Europe, on essaye de divulguer ces techniques en proposant des live surgery aux différents chirurgiens européens et également américains qui viennent participer à ces journées. Clairement, il y a eu de gros progrès chirurgicaux sur les années passées, puisqu'on est passé d'une survie globale qui est inférieure à 50% à une survie globale qui actuellement dépasse les 60%, donc rien qu'avec une chirurgie adaptée. La formation chirurgicale est primordiale et il faut former, il faut qu'on développe les enseignements spécifiques de cette chirurgie parce qu'elle complète finalement les DES qui, eux, s'intéressent à un seul organe, un groupe d'organes. Et les collaborations internationales sont fondamentales parce que là, par exemple, pour l'essai STRASS de radiothérapie préopératoire, on ne pourrait pas le faire si on travaillait tout seul dans notre coin en France. Et donc, ce sont des essais qui sont, en l'occurrence, STRASS, il est à la fois européen et américain, parce que les services américains qui font tout ça, participent aussi. Voilà, donc beaucoup d'améliorations sur ces tumeurs qui, somme toute, ne sont pas si rares que ça. Je vous remercie. Très bien, merci. Je pense qu'il y a des questions nombreuses après cet excellent exposé et très impressionnant. Ouais, merci pour ce très bel exposé, Frédéric Sebag de Marseille. Une question, est-ce que vous savez combien il y a à peu près de sarcomes rétropés qui sont opérés par an en France? Alors, les sarcomes rétropéritonéaux, c'est à peu près 10% des sarcomes, sachant que les sarcomes en France, il y en a 4000. Donc les sarcomes rétropéritonéaux, ça fait à peu près 400 sarcomes par an. Et sachant qu'il y en a plus de la moitié qui sont opérés dans les centres experts maintenant. Des motifs de référence. Et est-ce que vous définiriez un cut-off pour un centre expert, un cut-off chirurgical? Bien sûr que c'est une équipe multidisciplinaire, mais est-ce que vous avez défini un cut-off avec votre groupe sur le nombre de patients nécessaires pour avoir la maladie? Alors c'est très difficile de définir un cut-off parce que en fait quand on parle de sarcome en général, si vous voulez, il y a les sarcomes viscéraux et les sarcomes rétropéritonéaux. Et si on met un cut-off qui s'appelle sarcome, on va mixer les deux. Or, un sarcome viscéral, typiquement, peut être opéré par un chirurgien de sa spécialité. Par exemple, un sarcome utérin, il n'y a aucune raison qu'un gynécologue entraîné à opérer des grosses tumeurs utérines ne puisse pas le faire. De même, un gyste de l'estomac, il n'y a aucune raison qu'un chirurgien digestif puisse opérer un gyste de l'estomac. Donc, globalement, les sarcomes viscéraux, je dirais, sont bien pris en charge. Il n'y a pas de raison spécialement, je dirais, en dehors de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge, qui soit pris dans un centre expert sur le plan chirurgical. Par contre, les sarcomes rétropéritonéaux, eux, c'est totalement différent, parce que le problème principal, c'est que ce sont des exérèses multi-organes, où le chirurgien, pour faire son exérèse monobloc, devra enlever en bloc le rein, le côlon, la queue du pancréas, si elle est dedans, enfin, éventuellement des axes vasculaires. Et donc là, le problème, c'est toujours pareil, c'est pas un problème de compétence du chirurgien, c'est est-ce que le chirurgien est entraîné à faire ça, oui ou non. Et s'il n'en fait pas plus de 10-15 par an, il ne sera pas entraîné à le faire. Donc, je pense que dans la définition des cut-offs, il faut faire attention de quoi on parle. Clairement, il n'est pas question de mettre tous les sarcomes dans les centres spécialisés, puisque, par exemple, les sarcomes les plus fréquents, c'est les gystes, et les gystes sont très bien opérés dans les services de la pathologie digestive, il n'y a aucun problème. Il faut savoir de quoi on parle et nous on met le cut-off, et les sarcomes rétropéritonéaux et des tissus mous, les sarcomes pariétaux, posent des problèmes techniques qui là vraiment nécessitent une bonne habitude. Alors définir un cut-off, je ne sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas à moins de 10-15, on ne le fait pas bien, c'est sûr. Sylvie, bravo pour cette présentation. Excuse-moi, une question simple. Pourquoi ces tumeurs font-elles toujours 30 cm de diamètre? Est-ce que, alors il y a l'évolutivité faible certainement, mais il y a le dépistage à la fois clinique, l'inconscience des gens, je ne sais pas. Quelle est l'explication? Alors, c'est pas l'inconscience des gens, parce que j'ai vu pas mal de gastro qui eux-mêmes étaient... il n'y a pas longtemps, j'ai vu un gastro-entérologue qui avait fait coloscopie sur coloscopie, etc. Enfin,
il avait presque une sorte de gêne de finalement avoir fini par se faire un scanner qui montrait une tumeur qui faisait 40 cm. Alors pourquoi on en arrive là pour des tumeurs, c'est essentiellement pour les tumeurs de bas grade, c'est parce que comme elles poussent sur des années, les patients progressivement ont un périmètre abdominal qui augmente. Et par ailleurs, il faut savoir que c'est des tumeurs des tissus de soutien, et donc finalement le rein est inclus dans la lésion, mais il n'y aura pas d'hématurie, il n'y aura pas de coépiphrétique, le côlon il est refoulé, éventuellement le côlon n'est pas envahi, c'est le méso qui est complètement infiltré, et donc finalement ça n'entraîne pas de signe fonctionnel particulier. Et donc c'est plus souvent soit à l'occasion d'examens un peu systématiques faits pour pas de douleur abdominale, ou alors pour une pneumopathie parce que le diaphragme est remonté de 10 cm, ou pour des pleuralgies parce que le nerf pleural est comprimé, ou surtout et plus souvent parce que finalement la masse devient palpable de manière évidente, qu'on fait le diagnostic. Et le problème c'est que quand le diagnostic est fait sur l'augmentation du périmètre abdominal, le plus souvent la tumeur fait déjà la moitié de l'abdomen. Et donc, ça entraîne des chirurgies qui sont, par définition, multiviscérales pour être monobloc et avec le maximum de superficie de marche normale. Et c'est pas lié à la négligence des patients, puisque les patients, on va dire pas négligents comme les médecins ou les chirurgiens, se font piéger pour eux-mêmes. Hein. Donc, et ça, c'est courant. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Alors, évidemment, le sarcome de haut grade sera un peu plus vite, entraînera éventuellement plus de signes généraux, sachant que pour la majorité de sarcomes de haut grade, c'est-à-dire les liposarcomes différenciés, très souvent il y a un clone différencié qui pousse au sein d'une vaste zone différenciée qui, elle, préexiste depuis plusieurs années. François Non, je voulais vous féliciter parce que vous avez bien montré l'importance de la chirurgie, surtout l'importance de la chirurgie bien pensée, bien réalisée. Je voulais intervenir sur le problème de la formation, parce que autant je pense que, et vous avez raison, c'est la réponse par les centres experts qui fait que quand il y a des chirurgies complexes avec plusieurs organes, on peut s'en sortir bien. On a exemple par exemple pour les prélèvements multi-organes de la création éventuellement d'écoles européennes de chirurgie pour habituer les gens à faire ça. Je pense que c'est pas le problème de la formation dans les spécialités, parce qu'on parle toujours de l'hyperspécialisation comme étant quelque chose de mauvais pour ça. Seulement, après, il faut se mettre, et la question qui a été posée était très bonne, combien il y a de malades par an qui nécessitent en effet d'être capable de faire à la fois 5 organes différents, et puis combien il y a de malades par an dans l'ensemble des spécialités, et de mettre également en balance tous les progrès qui ont été faits dans les autres spécialités, et notamment pour la chirurgie reconstructrice, qui ont fait parce que des gens s'y sont intéressés. Et donc je crois que c'est vraiment les centres experts, et que ce soit pour le cancer ou pour d'autres choses, nous à l'APT dans les sphincters artificiels, bon, il y a 4 centres experts pour les sphincters artificiels en France chez la femme, et tous les malades ils se répartissent dans les 4 centres. Je pense que c'est plus la réponse à la très bonne question que vous avez posée, et puis que vous le prouvez en plus dans vos travaux, c'est ça les centres experts. Il faut que les chirurgiens comprennent que opérer pour se faire plaisir à un malade qui a une truc rare parce qu'on l'a pas fait depuis longtemps, bah, c'est totalement délirant maintenant. Je pense que... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un point que je voudrais souligner, c'est que par exemple dans le prélèvement multi-organes, les spécialistes qui arrivent à travailler en collaboration se succèdent au centre d'intervention. C'est-à-dire que globalement, il y aura celui qui prélève le rein, celui qui prélève le cœur, ou globalement il y a le foie avant, voilà. Mais, donc c'est une succession de chirurgiens spécialisés. Quand ce sera les mêmes qui font tout. Alors que le problème là, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un chirurgien qui enlève son côlon, puis un chirurgien qui enlève en dépiotant le rein, et qui viennent enlever le psoas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une succession, on ne peut pas envisager 3 chirurgiens de spécialités différentes qui travaillent ensemble. Il faut que ce soit le même qui finalement ait une sorte de philosophie de l'exérèse et de plan pour enlever ça sans prendre de risque majeur pour le patient. Et ça doit être le même chirurgien, ça ne doit pas être 3 chirurgiens, parce que j'ai parfois vu ça, des comptes rendus où il y a marqué j'enlève le bout de côlon, il y en a un autre qui arrive qui enlève le rein, et le troisième qui enlève le psoas. En vertu de quoi, la pièce, quand on regarde le compte rendu ANAPAT, il y a 3 fragments, 20 miettes, et 3 mois après, ça récidive. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier, et je pense que vraiment, effectivement, comme vous le dites, il faut qu'il y ait des chirurgiens qui
qui se spécialisent dans le côté un petit peu... alors, c'est pas une chirurgie spécialisée en sens que, par exemple, en urologie, il n'y aura pas besoin de faire l'endoscopie, il faut savoir faire une nephrectomie, voilà. En sens, c'est une spécialisation par l'aspect multiviscéral de la chirurgie. Par contre, chaque geste pris individuellement n'est pas spécialisé. Le problème, c'est de faire tout ensemble, quoi. Philippe Marc. Philippe Marc, c'était très très intéressant, mais je voudrais revenir sur la question de la radiothérapie. Je m'y lis avec l'idée qu'elle venait compléter un geste qu'on considérait comme un peu juste. Et vous avez dit que vous irradiez en préopératoire une très grosse tumeur qui avait déjà l'avantage de refouler les anses grêles. Mais ça demande des doses considérables, non? Alors, l'essai randomisé, effectivement, c'est en préopératoire. Après, il y a évidemment, comme tous les essais randomisés, des critères d'inclusion. Et ces critères d'inclusion, notamment, c'est le caractère potentiellement irradiable du patient, c'est-à-dire que dès que la lésion, si la lésion n'est pas abdominale, évidemment, on ne peut pas l'irradier avant. Donc, globalement, une tumeur qui dépasse l'axe aortique-concave commence à devenir difficilement irradiable. Alors, après la dose, il y a eu des essais de phase 1, puis des essais de phase 2 faits aussi bien aux États-Unis qu'en France, par exemple, par le professeur Cantor, des essais de phase 2. Globalement, la dose qu'on utilise, c'est 50 points de Gray. C'est la dose pour laquelle il y a potentiellement meilleur bénéfice en termes de contrôle local et pas encore de toxicité, en particulier neurologique et digestive. Donc, en respectant cette dose limite de 50 points de Gray, et les critères pour pouvoir inclure les patients dans l'essai, en l'occurrence la taille tumorale par définition. Si la tumeur est pas abdominale, on ne peut pas l'irradier, c'est sûr. Mais globalement, il y a environ, on va dire, les 2/3 des patients qui peuvent être irradiés en préopératoire. L'avantage étant de diminuer les toxicités potentielles. Alors, ceci étant, et les radiothérapeutes sont les premiers à le dire, la radiothérapie ne pallie pas une chirurgie inadaptée. C'est-à-dire que si la chirurgie a été fragmentaire, ce qui se passe, c'est que la radiothérapie, effectivement, diminuera le risque de récidive locale, mais ça n'empêche pas que le patient fera une sarcomatose avec des nodules à distance en raison de diffraction tumorale. Donc, elle est probablement je pense qu'il est possible qu'on le montre quand on aura fini l'essai, elle améliorera le contrôle local, mais à condition que la chirurgie soit correctement effectuée. Si la tumeur a été ouverte, le malade fera quand même sa sarcomatose péritonéale. Et c'est malheureusement ce qu'on voit très souvent. Alors cette sarcomatose arrive plus ou moins vite en fonction du grade de la lésion. Si c'est un liposarcome, il y aura des nodules péritonéaux 2 ans après. Et puis si c'est un liposarcome différencié, dans les 6 mois, il y a une sarcomatose. Merci beaucoup. On va interrompre la discussion. Bravo pour cette communication.